1 ou 2 ans, je sais plus, j'avais fait une première FAQ pour les 10 000 abonnés. Alors là, premier message, merci à tous pour les 35 000 abonnés. 35 000, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui commencent à suivre un peu ce que je fais. Écoutez, mon objectif principal avec tout ça, moi, c'était de diffuser des informations, des types d'exercices que je diffusais déjà dans mon activité professionnelle. J'avais raconté un petit peu dans une précédente vidéo, par exemple, je m'étais rendu compte que tout ce qui était concours anglophone, j'ai pas fait depuis quelques temps, je pense, des exercices de Oxford, Cambridge, j'en ai fait un petit peu, mais j'en faisais plus il y a 2 ans. Je m'étais rendu compte que même parmi les familles les plus aisées ou les plus promptes à connaître ce milieu, c'était pas très très clair, et je me suis dit, écoute, il y a pas de raison que je donne pas l'information un peu plus à tout le monde. Je me suis pas mal spécialisé ensuite, vous avez vu, depuis 1, 2, je sais plus combien de mois, 1, 2 ans, dans la transition terminale prépa, et la première année de prépa. Vraiment un plaisir. Bon, je suis toujours content de corriger des exos. J'adore avoir vos retours. En fait, même, ce qui me motive, moi, c'est de partager ma manière de comprendre, de réagir face à un exercice, la méthode qu'on peut appliquer. Donc un peu le côté, écoute, au début je galère comme un physicien, je fais des choses, je décortique, vous voyez un peu le processus derrière, on ouvre le rideau si vous voulez, derrière une belle correction. Je vous montre un peu, bon des fois je fais des erreurs, voilà. J'ai envie que vous voyez en fait un processus naturel de recherche d'exercices, notamment des exercices où il y a un peu plus de... Il y a moins de guidage que ce qu'on trouve au lycée. Donc voilà, je suis très heureux en tout cas, tout ça pour vous dire, je suis très heureux de voir que ça plaît à des gens, certaines vidéos pour une raison ou une autre d'algorithme qui m'échappe marchent plus, certaines vidéos type je fais le bac de tel ou tel pays, alors là en général peuvent exploser parce que je touche à des trucs un peu plus généraux qui touchent plus de gens, je pense, que les sujets de prépa pur. Grâce à ça, je suis aussi très heureux parce qu'on a, si vous êtes pas au courant, on a lancé un podcast avec Olivier de la chaîne Allgen, podcast sur la chaîne Lacret qui Chris, donc c'est le nom du podcast et la chaîne YouTube, vous pouvez aller voir tous les vendredis, vous nous retrouvez entre 2 et alors on a déjà fait 3h30 de podcast le vendredi soir. On fait des interviews, on fait des calls avec des abonnés, on discute, en moyenne ça tourne autour de l'éducation, de l'enseignement des maths. On a eu le prof de MP étoile de Hoche, fondateur du Tessia, il y a un mois, enfin c'est donc quand est-ce que vous regardez la vidéo, en tout cas il y a eu dans l'épisode 13 de l'émission. J'ai aussi, vous le savez, promo, lancer ce que j'appelle la Taylor Academy, c'est-à-dire le fait que je fais des stages pour les maths sup. Événement, la Taylor Academy revient en février avec 2 sessions de stage parce que maintenant il y a bien sûr une division selon les zones. Alors semaine du 16 février pour les élèves de la zone A et B, et semaine du 23 février pour les élèves des zones B et C. Donc ceux de la zone B, vous avez 2 choix. Sachant que voilà, je suis un expert de la visio, on fait beaucoup de choses, j'ai un logiciel que je vous présente pour vous montrer les méthodes, je vous donne les replays des 30 heures qu'on passe ensemble, et l'avantage c'est que ça me permet de rencontrer des élèves en stage de toute la France, hein, de Pau à Strasbourg, en passant par Marseille et par Rennes, c'est un plaisir. N'hésitez pas à venir vous inscrire, ça fait 6 mois que vous êtes en prépa, vous vous dites c'est bon, je commence à sortir la tête de l'eau, je commence un peu à comprendre comment m'organiser, et là, patatras, on découvre l'algèbre. L'algèbre, énorme sujet au concours, hein, dans plus d'1 an, énorme sujet en première année, mais c'est nouveau, nouvelle méthode, nouvelle manière de penser. Alors c'est là-dessus qu'on va se concentrer au maximum pendant le stage de février. N'hésitez pas à vous inscrire, tayloracademy.fr, il reste des places. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente vidéo de maths, et je vous dis à la prochaine avec la Taylor Academy. En juillet-août, j'ai fait pour la première fois, j'ai lancé ça en été 2024, juillet-août, c'était pour préparer le terminal à la prépa, donc une session en juillet, une session en août, et ensuite, dans l'année, je fais à chaque vacances scolaire, j'ai fait des stages pour les prépas, les MPSI, PCSI, PTSI, les premières années. Cet été, en 2026, oui, je me suis trompé, c'est en été 2025 que j'ai lancé ça, excusez-moi, cet été 2026, je pense que je ferai des sessions préparation à la sup et préparation à l'ASP. Voilà, on verra. Voilà, ça, très content aussi. J'ai lancé ça, pour moi c'est un développement d'activité économique, dont j'utilise cette chaîne YouTube aussi pour en faire la pub, donc je suis très content, hein. Pour moi cette chaîne YouTube s'inscrit dans un cercle vertueux d'activité économique, de joie de partager, enfin voilà, c'est vraiment très sympa. Donc, un de mes assistants et des personnes avec qui je travaille m'a encouragé, c'est lui qui a organisé tout ça, qui a posé des questions, qui a fait des posts, qui a fait des trucs sur Instagram. Je suis vieux, hein, moi Instagram, TikTok, je publie, je fais, j'ai une présence, je réponds, hein, je vais regarder de temps en temps, mais bon, j'avoue que je gère pas tout, je suis même pas sûr d'être capable de bien gérer une publication de questions. Je me retrouve souvent, moi, dans une discussion WhatsApp avec, il s'appelle Grégory, avec lui, il me dit fais une photo, alors je fais des photos comme ça, et lui, après, il poste des trucs, voilà. Bon, vous avez compris. J'ai des questions. Alors, je vais répondre à vos questions. Donc, FAQ des 35 000 abonnés. C'était beaucoup trop long cette intro. J'ai pas mal de questions qui ont été reçues. Je vais y aller un peu... Alors, il m'a fait un document. Il m'a compilé un document que je n'ai pas vu à l'avance. Je dis pas ça pour vous mentir. Genre, wow, le mec, il mytho. C'est juste que c'est impossible à jouer et de faire semblant. En tout cas, moi, je suis pas acteur.
Donc, je vais essayer de les lire en direct, on va voir. Bon, normalement, il n'y a pas de truc gênant, hein, donc on va voir. Partie 1, orientation. Alors, question. Je vais rendre hommage à chaque fois aux gens qui ont posé la question. Harika23. Comment intégrer une top 10, entre parenthèses, MPSI, en venant d'un lycée de province? Plein de réponses à ça. Déjà, il n'y a pas de souci à venir d'un lycée de province. Mon expérience à moi d'avoir été en sup, alors c'était PCSI, à Loup-le-Grand, ils essaient de garder quelques-uns de leurs propres poulains, si tu veux, c'est-à-dire des gens qui étaient au lycée en terminale, ils en font une sélection, mais tout le reste, pas mal de lycées de province. Il y avait quelques lycées parisiens, mais beaucoup de lycées de province. Donc en soi, c'est pas contre-indiqué, enfin c'est pas quelque chose qui n'arrive pas. La vraie question, c'est est-ce que ton lycée fait déjà partie est déjà connu, entre guillemets, des grandes prépas? C'est-à-dire, est-ce que l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, est-ce qu'il y a un continuum d'élèves, de bons élèves de ton lycée, qui ont été pris dans ces prépas-là? Si oui, tant mieux, ils sont au courant qu'ils ont labellisé votre lycée, pouf, comme fournisseur de bons éléments, et donc ça va le faire, il suffit de majorer ton lycée, et ça ira pour toi. Le vrai souci, c'est en fait, je vais faire le lien, je vais faire la promotion en même temps, tiens, pour le TSIA, le test scientifique avancé, que j'ai évoqué rapidement en introduction. Le vrai souci, c'est qu'en fait, dans les grandes prépas parisiennes, ou dans les grandes prépas versaillaises, hein, entre Ginette, Loup-le-Grand, tout ça, ils reçoivent de temps en temps, enfin ils reçoivent chaque année, excusez-moi, des centaines, voire des milliers de très bons dossiers où sur le papier il y a écrit 19 de moyenne partout. Bon, donc en fait quand t'as 200 personnes pour 3 places et que les 200 ont, disons, je sais pas moi, 19 de moyenne générale, tu fais quoi? Qui est un 19 facile, entre guillemets, parce qu'il a juste dû faire le prérequis toute l'année, mais bon, les gens autour de lui étaient pas très motivés, donc il était premier de la classe sans faire d'efforts. Qui est un 19 exceptionnel. C'est-à-dire vraiment avec un prof qui l'a poussé dans ses retranchements, qui faisait des exercices limite transition avec la maths sup et qui le poussait. Et ben c'est dur à voir, on ne sait pas. Donc qu'est-ce que font les grandes prépas? Et ben elles se basent sur le phénomène précédent dont je parlais, c'est est-ce qu'on a déjà eu des éléments et que sont-ils devenus? Est-ce que dans ceux qui ont intégré Polytechnique récemment, il y avait des gars qui venaient de ton lycée, de ce lycée-là? Voilà, donc pour déterminer quel est le 19 le meilleur, eux ils veulent récupérer les meilleurs dossiers, hein, ils sont vraiment transparents, ils savent, donc ils se disent qu'est-ce que je peux faire? On limite le risque. Ah bah c'est pas cool parce qu'on rate des talents. Ça je suis d'accord, et eux ça les saoule de rater des talents, parce que potentiellement ils vont rater des talents dans des petits lycées de province qui sont des gens incroyables et qui vont rater. Donc personne n'est content. En partie, il y a le TSIA. En fait, moi j'encourage à faire le TSIA parce que t'as un classement officiel et c'est vrai que si t'es bien classé, les grandes prépas savent qu'en fait t'es bon. Donc en fait, ça aidera à outrepasser le fait que ton lycée est pas connu. Si tu viens d'un lycée niche, enfin d'une petite zone de France pas très connue. Donc voilà, il faut faire ça. Participer à des choses du type Fédération française de jeux mathématiques, FFJM, j'en ai parlé sur la chaîne récemment, Animat, toutes ces compétitions un peu intéressantes en maths, les Olympiades, tout ce qui existe en gros comme concours où on peut, si vous avez des résultats, on peut valider de manière externe par des processus connus, des grandes institutions connues comme ces jeux divers et variés mathématiques, enfin ces concours divers et variés mathématiques, ça peut aider. Alors voilà comment intégrer une top 10. Bien sûr, la base à laquelle j'ai pas répondu, c'est soit dans les premiers de ta classe, soit le premier si tu viens d'un lycée un peu niche, pas connu, et sinon dans les premiers c'était déjà dans un lycée de province très connu. Il y a des lycées de province qui sont très solides, et bien sûr, on saura que c'était troisième, bah ça passe, on peut te prendre. Alors, question numéro 2, Robin DSG4, comment choisir entre une prépa provinciale et une grosse prépa? Pas sûr, là, c'est des trucs de vie personnelle. Je pense que ce que t'appelles prépa provinciale, enfin, je sais pas d'où vous venez quand vous posez les questions, j'imagine, de toute la France. Comment choisir? En fait, il y a des arbitrages perso, donc est-ce que tu vas être loin ou pas? Moi, j'ai pas à vous dire quoi faire. Si vous avez l'opportunité d'être pris dans une prépa loin de chez vous, mais qui vous plaît, qui vous excite, et que l'aventure d'être loin de vos parents, d'être en internat ou dans une colocation ou je ne sais quoi, vous tente, allez-y, mais il me semble que c'est ça les arguments. Si t'es pris dans 2 éléments, une prépa, quand je dis provinciale, j'imagine pas loin de chez toi, parce que si c'est une qui est loin dans tous les cas, bah dans ce cas, voilà, c'est juste l'argument géographique qui reste. Sinon par contre, si tu veux dire grosse prépa, je sais pas si ça veut dire grosse connue et de haut niveau ou grosse en effectif, j'imagine de haut niveau. Oui, il peut y avoir des soucis de ça va être difficile. Tu n'auras pas le confort mental, ça va dépendre. Donc cette fois-ci, non pas de ton appétence pour l'éloignement géographique, mais ça va dépendre de ta capacité mentale à te prendre des coups, quoi. Potentiellement, tu peux être dans une prépa de niveau un peu, comment dire, où le niveau demandé est moins excessif, ils passent pas leur temps à te filer des DM Polytechnique 92, tu vois. Tu seras dans cette prépa et peut-être que là, tu pourras mieux fleurir et t'en sortir, avoir un très bon dossier et mieux apprendre. Pas un bon dossier, mais des bonnes notes, mieux apprendre, être mieux préparé au concours, parce que t'aurais été moins mis sous pression. Alors que on pourrait prendre le même élève, qu'on met dans un environnement ultra compétitif, où t'es 25ème sur 40 tout le temps, et t'es avec des grosses brutes qui vont être dans le top 30 Polytechnique, et en fait, tu te sens mal, démoralisé, et t'y arrives pas. Alors qu'on pourrait prendre le même gars, il aurait mieux réussi dans un environnement beaucoup plus détente. Voilà l'argument. Typiquement, moi je sais que j'ai été donc à Loup-le-Grand en prépa après avoir été au lycée, donc j'avais pris la claque d'humilité, si tu veux, dès la seconde. La claque d'humilité dès la seconde, c'est bien. J'ai dû en première spé, en 3,5, être 38ème sur 41 en maths et en physique tout le temps. Et j'étais, voilà, PC étoile 3,
pense 22, 23 admis à l'X sur 40, tu vois. Donc énorme, enfin classe de haut niveau. Moi j'ai été largué pendant toute la 3,5. J'étais ok avec ça. J'avais déjà pris un 5 sur 20 quand j'étais arrivé en seconde à Loup-le-Grand. Je savais qu'il y avait des gens plus intelligents que moi. Il y avait le major, enfin la major de Polytechnique dans ma classe. Bon, ok. Si t'es pas habitué, ça peut te faire du mal. Alors est-ce que j'aurais mieux réussi ma 3,5 dans un autre lycée, plus étant plus détente et tout? Peut-être. Mais psychologiquement, ça allait, j'ai survécu. Donc c'est à toi de voir. Voilà, je vous raconte des trucs avec mon expérience. Hein. Est-ce que l'ENS est obligatoire pour la recherche? Question de Florian. Alors, si t'as pas l'ENS, enfin, s'il y a deux questions. Est-ce que faire une école d'ingénieur peut quand même mener à de la recherche? Oui, non. Est-ce qu'on peut faire de la recherche en école d'ingénieur? C'est une question un peu bizarre. Donc, après une école d'ingénieur, tu peux te rediriger dans la recherche, c'est possible. Ça va dépendre des écoles, je pense. Il y a toujours une possibilité de le faire. Si t'as une école ultra appliquée où tu fais vraiment des techniques d'ingénierie extrêmement spécifiques et t'apprends un métier à haute valeur ajoutée, etc., peut-être pas le meilleur pour faire de la recherche, mais peut-être que c'est possible aussi. En général, ta recherche, tu la fais pas dans une école d'ingénieur, tu la fais en faisant un doctorat, et le doctorat, je pense qu'il est souvent délivré par une faculté, donc souvent tu as des accords entre laboratoires, tu peux être à la fois à la fac d'Orsay et Polytechnique par exemple. Tu peux faire une école d'ingénieur et te rattraper sur la recherche, ça va dépendre des parcours, ça va dépendre des écoles. Mais c'est pas impossible en soi. Tu peux faire une grande école généraliste avec des labos de recherche, ça existe. Bon, les mines de Paris, ça existe, tu peux faire de la recherche là sans souci. Ça va dépendre de l'école d'ingénieur. Là, je te parle des mines de Paris, donc c'est un énorme. C'est un bâtiment. C'est une école très dure d'accès. Il faut vérifier, tu vois, sur les écoles d'ingénieurs qui sont beaucoup plus spécialisantes dans un métier, pas certain. Peut-être que si tu as une école d'ingénieur, enfin si tu arrives à avoir un concours et que l'école d'ingénieur que tu as est ultra spécialisée dans un métier, typiquement, si tu veux vraiment faire de la recherche en maths, par exemple, vaut mieux aller à la faculté. Tu vas à l'université, tu t'inscris, et là, tu pourras faire de la recherche plus facilement. Si tu devais refaire ta prépa, oula, Dieu m'en garde, comment réussirais-tu à t'épanouir et en tirer un maximum de choses? Alors, je vais interpréter la question, genre, qu'est-ce que tu ferais pour être, pour être mieux que ce que tu as été? Parce que c'est vrai que j'étais pas parfait. Je ferais beaucoup plus, j'essaierais peut-être de me discipliner ou de trouver une manière d'avoir une structure là-dessus, je ferais beaucoup plus de sport. Vraiment, j'ai arrêté le sport pendant limite 3 ans, sauf je pense la 3e année, avec le stress des Euroligues qui approchent, tu commences à aller faire quelques 100 mètres et à te vomir dessus. Non, je ferais beaucoup plus de sport. J'entends de manière régulière, c'est-à-dire mettre 2 heures dans la semaine au moins, 1 heure le mardi à 20 h, je vais à la piscine, je fais de la natation, tu vois. Enfin, un truc moi qui me faisait du bien à l'époque. Aller courir, je sais pas, ou faire la muscu, enfin de faire ce que tu veux. J'irais, moi je ferais ça. Je mettrais 1 à 2 heures de sport. C'est trop bien pour comment tu te sens. Déjà pour le psychologique, enfin pour le moral en général, pour les hormones que ça met dans ta tête, le bien-être dans ton corps, un peu de fatigue du corps, alors pas excessive, hein, mais quoique il y a des grands sportifs qui font des prépas ingénieurs aussi. Mais j'ai un élève d'ailleurs dédicace à lui, il sait qui il est, qui était sportif de haut niveau dans les sports de combat. Respect à lui, je trouve ça très stylé. Donc j'en ai rencontré comme ça, c'est possible. Mais déjà, au lieu de faire du professionnel, non, je vais faire 2 heures de sport. Déjà, c'est un bon début. Garantir quand même des temps de copains ou de petites copines, enfin je veux dire soit d'amis ou d'amour quoi, enfin garantir des temps de détente quoi. Alors je dis pas des énormes beuveries où t'es mal après le lendemain en cours, hein. Enfin bon ça peut arriver, mais je veux dire voilà, juste avoir du temps de qualité avec des gens de qualité. Ça peut être des gens de votre classe, hein, de prépa, vous allez boire un verre, vous allez faire un truc. Ne pas se dire qu'il faut jamais sortir et rester un ermite pour réussir. Ça, c'est une erreur. Faut pas sortir tout le temps, mais juste au moins une fois par semaine, le samedi, voir votre copain, votre copine, si vous en avez, voir vos amis. Ça serait quand même un truc important. En gros, toutes mes réponses tourneront autour de l'équilibre psychologique. Moi, je pense que j'ai un peu trop forcé des fois. Je me suis pas assez écouté. Alors, je ne demande pas de faire du yoga tous les matins, mais bon, potentiellement, si ça vous parle, pourquoi pas, quoi. Enfin, voilà. Comment réussirais-tu à t'épanouir? Je dirais ça, et en tirer un maximum de choses. En fait, vraiment, ce que j'essaie d'apprendre tout le temps dans mes stages, tous mes stages sont basés très méthode, hein, méthodologie de travail, c'est améliorer la manière dont je révise, dont j'apprends mes cours. En maths, souvent, moi j'étais dans une espèce d'effet boule de neige un peu horrible. Boule de neige où tu sais, je comprends rien en cours, quand le prof parle, ça va trop vite. Et ça va trop vite, j'arrive pas à comprendre, mais notamment c'est ma faute parce que j'ai pas relu le cours de la dernière fois. Je n'ai pas appris. Je me suis dit, bon, j'ai pas le temps, je fais mon DM de physique, tant pis pour les cours de maths. Et j'arrive et je passe 2 heures de plus, le cul sur une chaise, à pas pouvoir faire autre chose, à écouter sans pouvoir comprendre. Et donc je perds 2 heures, que je vais reperdre 3 heures de plus le soir à essayer de comprendre tout seul le cours en relisant celui du jour d'avant que j'avais pas relu pour essayer de comprendre celui d'aujourd'hui, mais tout seul, sans poser de questions au prof. Quand je serai chez moi, perte de temps énorme, inefficace. Donc ouais, je referai ça. J'essaierai de faire en sorte de vivre ce que j'ai vécu en 5,5. C'est-à-dire être en cours, être ultra attentif, limite plus prendre de notes, et écouter, être à fond, comprendre, poser des questions au prof, et que chaque heure passée en cours soit pas gâchée, et m'apporte pas plus de retard et de décalage, quoi.
Ça, vraiment. Donc structurer ça, avec ensuite un apprentissage ultra carré. Les stages pour apprendre à faire ça dans la pratique avec moi. Les stages, c'est 100% de pratique, je fais aucun cours théorique, je fais pas de démonstration, je refais pas les démonstrations de cours, je vous montre juste comment casser la page blanche et quelles sont les méthodes à apprendre chapitre par chapitre, comment les retenir et comment les réutiliser. Donc voilà ce que je ferais concrètement pour moi. Si j'étais plus jeune, j'irais m'apprendre avec mon expérience de maintenant, comment réviser efficacement, comment apprendre des listes de méthodes par chapitre, pour commencer à avoir en fait un espèce de, comment on appelle ça, d'inventaire de méthodes, que je peux ensuite récupérer quand je suis face à un exercice, quand je suis en colle. Donc je connaîtrais mieux mon cours, parce que je l'aurais compris, j'aurais écouté en classe, je connaîtrais bien mon cours, et j'aurais des méthodes disponibles pour lancer des choses. Vu que chaque exo de maths sup que j'ai rencontré quand j'étais en maths sup, on me l'a présenté, les techniques, les astuces, je les ai jamais trouvées spontanément. Toujours à chaque fois, bon, il y a des gens qui trouvaient, ils sont trop intelligents, moi j'arrive pas, tu vois. J'ai jamais eu le truc d'un coup, quoi. J'ai jamais trouvé, j'ai été frustré de putain, j'y arrive pas, quoi. On me donne un truc, aucune idée. Et ben en fait, si vous commencez à accumuler des méthodes de plus en plus, parce que vous n'êtes peut-être pas assez accumulé au lycée, vous avez des méthodes en tête, etc., quand vous avez un exo, au moins vous savez tenter des trucs. Et à force, moi ce que je dis, c'est pas grave de pas y arriver quand on voit des nouveaux exos de type maths sup, c'était mon cas. Par contre, votre responsabilité, c'est de les apprendre, de retenir la méta-astuce, la méta-méthode, qu'elle soit très légère, calculatoire, ce que j'appelle des réflexes Pavlov, que ce soit un grand tunnel de développement, ce que j'appelle tunnel, ou une méthode classique un peu plus niche. Voilà, il y a ces trois éléments, ces trois types de méthodes qu'il faudrait apprendre. Donc voilà, beaucoup de sport, de voir les amis et de apprendre plus méthodiquement. Quelles sont les erreurs ou idées fausses les plus fréquentes que tu vois chez les élèves? Bah c'est ce que j'ai dit avant. Erreur principale, c'est arriver en cours de maths, ou de physique en soi, mais arriver en cours à ne pas avoir relu le cours de la dernière fois. Sacrifier ces 20 minutes de relecture et de compréhension rapide pour faire s'enfoncer dans un DM ou autre chose, et pas se rendre compte que cette relecture, c'est 20 minutes de perdu, entre guillemets, pour pas faire votre DM ou je sais pas quoi, mais c'est 2 heures de gagner le lendemain, parce que moi, vous pouvez suivre et être au taquet. Ces erreurs-là, pour moi, elles sont clés. Les erreurs ensuite très fréquentes, c'est aussi, et en fait, ça va être le lien avec la promotion que je faisais pour ma méthode de travail, les erreurs, c'est de passer trop de temps sur le cours. Et en fait, je vous répète ce que des élèves m'ont dit, ce que je vois en cours particulier, ce que je vois dans les stages. C'est vraiment, mais je passe mon temps, j'entends, je passe mon temps sur mon cours, j'apprends toutes les démonstrations par cœur, je passe beaucoup de temps et j'ai le temps de rien faire. J'ai pas le temps de faire des exos après et j'arrive pas à apprendre les méthodes. Bah là, réussir à mieux... En fait, il vaut mieux définir ce que c'est apprendre son cours. Apprendre son cours, il y a l'étape 0, c'est comprendre. Comprendre, c'est ok, c'est la base, hein. Ensuite, il y a commencer à retenir la structure du cours. Ce que je vous disais, avoir le cours clair dans la tête. Donc, tac, je te croise dans la rue, boum, feuille blanche, il y a quoi dans ton cours? Grand 1, grand 2, grand 3, quelles sont les grandes étapes? Je ne demande pas de faire la démonstration, de me les apprendre par cœur, enfin, ça il faut de temps en temps, mais pour l'instant, juste me dire grand 1, grand 2, grand 3. Quels sont les grands axes? Et ensuite, dernière étape, enfin, pas dernière étape, mais dernière partie de ce que c'est apprendre, avoir les méthodes classiques en tête. Et en fait, pour apprendre le cours, qui est montré de manière très théorique dans le cours, il faut jongler avec les exercices de TD du début du TD au début. Les exercices d'application, pour se rendre compte que, ah oui, mais en fait, le TAF, le théorème des accroissements finis, en fait, il est très bien, très théorique, on le démontre avec un théorème de rôle, mais dans les exercices, c'est ça, on se met sur AX et on pose un TF et on montre quelque chose sur X. Ah oui, c'est vrai, mais moi, dans le théorème, c'était avec AB, donc je comprends mieux. Voilà, ce genre de choses, ce ping-pong entre le cours et les méthodes de base, très important, qu'il faut ensuite cumuler avec des méthodes moins de base, structurées comme petits réflexes génériques de calcul et de méthode, méthode classique de concours et grand tunnel, c'est-à-dire des tunnels, c'est un ensemble d'étapes assez classiques, vues et revues qu'il faut savoir dérouler. Genre, résoudre une suite récurrente d'ordre 2. Et c'est exactement le fil conducteur de ce que je fais dans tous mes stages de la Taylor Academy. Oui, le mec est un promotionneur, je sais pas comment on dit, de l'espace. Donc voilà, donc oui, je blague, hein, mais c'est ce que je fais en cours, moi. Il y a des gens il y a des profs qui focus sur d'autres choses. Moi, je vous dis très franchement ce que je fais en cours avec vous. Il faut apprendre à apprendre son cours, il faut bien le comprendre, etc. Donc en cours particulier, quand j'ai des élèves qui me demandent ça, j'ai pas compris, etc., c'est une grosse partie de mon métier de réexpliquer, faire un dessin, montrer d'une manière différente, oui. Mais vraiment, ce que moi je vends comme prestation, c'est, surtout dans les stages, en gros, quand vous êtes plus que un, c'est je vous débloque cette page blanche. En fait, vous prenez de l'avance, vous comprenez plein de choses sur les chapitres du moment de l'année qu'on travaille, mais surtout, je vous mets dans la tête, je vous enracine, en tout cas, c'est mon but et je crois que ça fonctionne pour ceux qui sont passés par la Taylor Academy avec moi. Je vous enracine la méthode de travail, la méthode de comment être efficace sur accumuler des savoirs. En fait, il y a plein de choses aussi que vous allez croiser, des exercices, des méthodes, et vous n'allez pas enregistrer. Donc non, il faut les accumuler, les ranger, les structurer, et avoir dans votre tête, vraiment s'entraîner à avoir des tiroirs de tiroirs, quoi. Enfin, des espèces de sous-parties, de plans, enfin, vous voyez ça comme vous voulez dans votre tête, mais vraiment, il faut être capable de dérouler une partie avec les cours, les théorèmes, une partie avec les méthodes classiques. Ça, c'est ça s'apprend pas juste théoriquement, ça se fait. Donc moi, dans la pratique, quand vous passez 7 heures par jour avec moi, enfin 8 heures par jour avec moi, selon si on compte la pause midi
ou pas. En stage, c'est ça qu'on fait. On fait que de la pratique. Je présente une méthode et des exercices associés à cette méthodologie, exercice de difficulté 1 à 3, et en fait, quel que soit l'exercice, on reconnaît qu'il y a le même genre de méthode. Le but, c'est d'apprendre à détecter ces patterns et d'avoir assez de méthodes en tête pour ensuite bien maîtriser tout ce qui peut se présenter comme situation d'exercice. Au lieu de faire 600 exos, juste avoir la méta-capacité à détecter dans un énoncé ce qui doit appeler la bonne méthode. Et donc au début, vous êtes comme un gros beubeu, hein, vous êtes là, et vous n'avez aucune idée de ce que l'énoncé vous dit comme méthode, parce que vous n'êtes pas encore formé. Donc vous avez des méthodes apprises qui sont là, vous avez une liste de 8 méthodes par exemple sur les suites, j'en sais rien. Et vous avez un exercice, et ben comme vous n'avez pas encore le cerveau développé sur la détection de méthode, ben, vous appliquez la première. Vous dites est-ce que je peux faire la 1 mais moi vous avez quelque chose. C'est ça casser la page blanche pour moi. Voilà, je vous le dis, hein, c'est pas un secret, moi j'affiche tout ça sur mon site et tout. Hein. Le secret, c'est ça, si vous voulez. Mais c'est t'appliques, tu fais 1, ça marche pas. 2, ça marche pas. 3, ah, ça marche. En fait, on entraîne un modèle, si vous voulez. Les IA, elles sont basées aussi sur la manière dont on apprend. En fait, vous vous entraînez à détecter des patterns. Au début, vous faites le bêta. Hop, 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 j'applique les 8 de manière indistincte et je comprends, paf, la 4 marche. Et quand vous voyez que la 4 marche, la prochaine fois que vous rencontrerez un truc qui ressemble à cet exercice, vous appliquerez la méthode 4 plus rapidement. En gros, voilà, vous entraînez votre cerveau de cette manière-là. Mais je dis souvent aux élèves, c'est pas que t'es nul. En fait, vous dites, oh, j'arrive pas, je suis nul, il y a des gens de ma classe qui arrivent à tout faire. Mais en fait, là, l'exo, t'as pas réussi à le faire, mais t'avais pas les moyens de réussir. Avais-tu appris ton cours de la manière dont j'explique qu'il faut apprendre son cours? Avais-tu une liste de méthodes à essayer? Non, j'ai rien fait, j'ai paniqué, j'avais la page blanche. Et donc voilà, c'est en ça que consistent notamment tous mes stages, hein, Taylor Academy. On fait que ça, hein. C'est 4 jours pleins, ultra intenses. Demandez à tous ceux qui sont passés, vous avez des témoignages vidéo sur le site, etc. C'est très intense. Mais normalement, ils en sortent, j'espère, pour tous encore une fois, hein, mais allez voir ce qu'ils ont dit. Un peu révolutionné de ok, maintenant j'ai jamais fait les maths comme ça et maintenant je sais comment travailler et boum. Et moi, le but c'est de vous lâcher ensuite pour un an et demi, 2 ans, enfin, que vous ayez ça qui soit cadré à vie, sous les dans votre tête, quoi. Voilà. Alors, donc voilà, hein, prochaine date, février ou avril, selon quand vous regardez cette vidéo. Il y en a à chaque vacances de toute façon. C'est quoi un bon exo? Un bon exo, c'est un exo qui va tester justement ce que je racontais avant, qui va tester l'élève. Vous pouvez aller voir aussi ce que je fais soit sur ma chaîne, des lives, des rediffs de live sur ma chaîne, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait, parce que maintenant les lives je les fais sur la chaîne de la Criqui Chris, ou des rediffs de live sur la Criqui Chris, avec des élèves ou des abonnés collés. On essaie de faire des exos comme ça. Là j'ai l'épisode 14 en tête. Alors l'élève était très très bon, hein. Faut pas vous mesurer exactement à son niveau à lui, hein. C'était un élève, c'est un très bon élève de MPSI Louis le Grand, mais on l'a mis des exos et ils étaient très bien choisis, on s'est adapté à son niveau. Là, c'est très récent dans ma tête, donc je vous parle de ça. En fait, un bon exo, c'est un exo qui va... J'imagine que quand tu dis un exo, dans ta question, c'est en fait un exo d'oral, où il y a une interaction avec le colleur ou l'examinateur. Donc un bon exo, c'est un exo qui va pouvoir tester la capacité de l'élève à aller chercher des choses. À aller chercher dans sa tête et à détecter les liens, enfin tout ce que je racontais avant en fait. C'est un exo qui va tester ça. Un exo où il y a petit a, petit b, petit c, petit d, très très guidé, c'est bien pour apprendre, c'est pas un bon exo. Mais voilà, après, un bon exo, moi tout de suite je pense aux exos un peu flous comme ça, où il faut construire un raisonnement, échanger, et en fait, potentiellement le mec, là je parle d'exo, je pense à XENS, mais un bon exo, c'est un exo qui est aussi adapté à l'objectif de recrutement. Donc un bon exo dans le sens que j'apprécie, je vais chercher du XENS un peu vénère, où il y a beaucoup d'étapes à faire, et où les types vont peut-être pas vous parler beaucoup, ils vont peut-être être un peu désagréables, mais s'ils voient que vous présentez plusieurs pistes et vous partez dans une, et s'ils sentent que c'est une piste qui est correcte en termes que c'est correct en termes de choix, genre il y avait 3 pistes à choisir qui étaient correctes, mais s'il sait qu'elle aboutit pas, il vous dira non, peut-être pas celle-là, c'est bien d'avoir pensé, ça marchera pas, partez sur celle-là. Oui, un exercice qui peut faire cette espèce de ping-pong entre vous et l'examinateur, c'est un bon exercice. Mais après, il y a des très bons exos qui sont là pour tester vos connaissances et votre maîtrise, et qui ont ce que j'appelle le petit A, petit B, petit C. Bon, c'est des exos plus guidés. Ils peuvent être bons en soi selon ce que tu veux tester, quoi. Mais un bon exo qui, moi, va m'exciter, c'est peut-être souvent ceux des écoles un peu plus vénères qui veulent, typiquement, école normale, ils cherchent des futurs chercheurs. Donc ça, c'est un bon exo rigolo qui fait du bon contenu aussi. Qu'est-ce que tu penses de l'enseignement des maths et qu'est-ce qui doit changer? C'est large, je vais pas pouvoir répondre là. J'ai déjà répondu dans des lives, dans des vidéos que j'ai faites. Le principal, là, tout de suite, quand on me dit ça, je pense à l'école primaire. Voilà. Pour moi, c'est ça le premier truc à faire. Tous les classements, les PISA, les machins, tous les tests qu'on fait sur les élèves français, que ce soit en CE2, CM2, c'est la cata depuis 30 ans. On chute, on est derrière tous les pays européens et on est derrière les Français d'il y a 40 ans. Donc en fait, ça veut dire que si on sait pas... Ça sert à rien de discuter de comment apprendre des maths de maths sup ou de même de première, celui de première S, première spécialité. Ça sert à rien de parler de ça si on a toute une génération qui a 10 ans sait plus compter, quoi. Donc il faut revoir ça. J'ai pas la solution miracle, mais je pense qu'elles existent, les solutions miracles. Il y a celle de la France d'il y a, je sais pas, un siècle. Il y a celle de beaucoup de pays d'Asie de maintenant. Il y a plein de méthodes qui sont documentées. On sait comment faire pour augmenter le niveau de literacy en calcul, comment on appelle ça, de bilinguisme en calcul. Bon bref, je me perds dans les termes.
Le niveau de calcul moyen, le niveau de mathématiques moyen des enfants à 10-11 ans a chuté dans ce pays. Genre, c'est catastrophique. Réglons ça. Les méthodes existent. C'est ça le premier truc. Les discussions sur les maths après, je trouve que c'est pas... C'est des discussions qui viendront une fois qu'on aura réglé ce problème. Voilà. Elles sont intéressantes si on veut, mais tant qu'on n'a pas réglé le problème de génération entière qui arrive avec des niveaux calamiteux de maths en 6ème ou même en seconde, ça sert à rien de... Enfin, je vois pas l'intérêt de discuter. As-tu déjà créé des exercices? Comment s'y prend-on? Alors oui, j'ai créé des exercices dans plusieurs contextes. Alors, il y a des contextes qui vous intéressent peut-être moyen ici, c'est des exercices de statistiques. Quand je donnais des cours en stats à la fac, à Sciences Po ou à la LSI. C'est le premier truc qui m'est venu. Sinon, créer des exos de maths sup. Je veux dire oui, parce que j'ai pensé à ce que je faisais à la fac, mais en fait, exos de maths sup, de prépa... Non, j'en ai pas créé vraiment. En fait, j'en ai plein en tête. Si tu veux, des fois... non, j'ai pas créé d'exercices nouveaux. Mais alors, est-ce qu'il y a vraiment des profs qui créent des exercices nouveaux sur le programme de lycée maths sup? Peut-être. Peut-être. Alors oui, les examinateurs à Polytechnique UNS nous sortent des dingueries chaque année qui sont basées sur le programme. Donc oui, il y a des chercheurs qui en font. En tout cas, je vais parler pour moi. Non, j'en ai jamais créé, si tu veux, mais... Moi, c'est plutôt... en tout cas, dans mon métier, ce que je fais, c'est plutôt... j'ai une banque d'exercices en tête, et je vais chercher des fois peut-être un 3 qui devient un 5 si tu veux, donc voilà, ça crée un exo, donc la réponse est non pour ça. Et moi j'adapte en gros l'exercice à la session, ou à la séance que je suis en train de dérouler, ou à l'élève que j'ai en face de moi si tu veux. Donc est-ce que j'ai créé un exo à partir de rien? Non. Enfin, si c'est ça la question, non je l'ai pas fait, et en plus en l'occurrence, je pense que ça doit être assez difficile. Il faut que tu te balades dans des situations très particulières de maths où tu te rends compte que tu pourrais faire un exo peut-être avec une sous-partie, où tu traduis un truc de maths de niveau très supérieur, du genre L3, M1, prends une sous-partie de ce truc-là et tu l'adaptes à un niveau L1, L2, enfin prépa. Il faut être, je pense, pour créer des exercices, il faut être un professionnel des maths. Moi, je suis pas un professionnel des maths. À la limite, je suis un professionnel de l'enseignement des maths, si vous voulez, à un certain niveau. Au niveau, moi, je m'arrête à l'aspect, quoi. À partir de l'aspect, enfin, après l'aspect, moi, je m'en occupe pas. J'ai jamais appris, j'ai jamais fait ça. Moi, je suis parti en économie, hein. Je vous ai raconté ma vie dans pas mal de vidéos, peut-être que je vais en reparler selon les questions, mais voilà. Donc, il y a des chercheurs en maths, je pense, qui sont capables de le faire. Eux, oui. Des chercheurs ou des profs agrégés qui ont étudié des mathématiques avancées, qui peuvent peut-être simplifier des concepts. Peut-être que ce serait comme ça. Mais donc, je sais pas trop que vous voulez dire la question, donc je suis parti un peu dans tous les sens. Ensuite, du concours Lévariste. On m'a déjà posé la question. Moi, je trouve ça super. Tout ce qui est concours indépendant, externe à ce qui est à l'école, qui permet d'aller faire des maths, de s'intéresser, de se faire des challenges, etc. Je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est très bien. Vraiment, c'est top. Que ce soit Lévariste ou je ne sais plus lesquels j'ai cités en début de vidéo, je crois. Animat, Olympiade, Fédération Française des Jeux Mathématiques, FFJM, etc. Ou International Olympique de Maths. Tout ça, je trouve ça super. Je trouve que c'est des super initiatives. C'est ça qui peut donner le goût aux maths, qui peut débloquer des gens en faisant une autre manière dès le collège pour certains. Il y a le concours kangourou, tous ces trucs-là. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est super. Donc j'ai pas de choses à dire à part du positif. Envisages-tu de faire des maths olympiques? Si c'est moi qui devais me lancer dans ma vie perso pour aller faire des olympiades de maths, non. Peut-être sur la chaîne je peux faire des sujets, des trucs si vous m'en partagez, vous m'en envoyez. Il y a déjà des gens qui m'ont envoyé plein de sujets de diverses choses. Ça peut arriver sur la chaîne que j'en corrige. Ça oui, je peux peut-être en faire sur la chaîne YouTube. Si c'est moi, aller m'inscrire à des compétitions, bon, on verra. Je suis un peu trop vieux pour ça. Et surtout, honnêtement, pas le temps. Trop de projets, trop de choses à faire. Quel est le top 3? Alors, Médématique. Ah! Un youtubeur. Quel est le top 3 des plus grosses différences dans le fonctionnement des études en France et en Angleterre? Alors, ils mettent pas. C'est une grosse question, top 3. Oh là là. Compliqué. Des études en France et en Angleterre? Bah déjà, tu vas à la fac, il n'y a pas de prépa. J'imagine que ça, c'est le numéro 1. Dans le top 3, il y a quoi des grosses différences? Deuxième différence, c'est en anglais. Je suis un escroc. Et troisième différence... Alors, tu dis des études et pas des études de mathématiques et ingénierie spécifiquement, parce que j'aurais une petite astérix à mettre là-dessus. Petit astérisque, pardon. Astérix. Bon, je suis fan de BD. La différence numéro 3, je dirais, ça serait la différence entre ce qui se passe entre la licence et le master, dans ce qu'ils appellent undergrad et grad school. Dans pas mal de matières, undergrad, ça peut quand même être assez cool, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire, tu peux être un peu chill, découvrir la vie universitaire, voilà, boire quelques bières, enfin je pense à l'Angleterre surtout, hein. Je pense qu'aux States ils boivent pas avant 21 ans, enfin officiellement. En tout cas t'es en Angleterre, moi je pense à Oxford que j'ai connu, t'es à Oxford, t'es sur les quads, donc c'est un espèce d'ancien cloître où il y avait des curés avant, des trucs religieux, etc. Maintenant c'est un espace où vont s'asseoir les étudiants dans l'herbe, ils glandent un peu, ils font leur dissertation de je ne sais quoi.
Tu peux faire ça un petit peu pendant 3 ans, t'es pas en mode hypocagne pour le littéraire ou en mode prépa maths. T'es un peu détente. Et ensuite vient la grad school, pour peu que tu aies des bonnes notes et que tu sois développé comme être, comme individu, en ayant fait plein d'associations, des societies, ils appellent ça, donc t'as fait des assos, des trucs, c'est super, tu t'es développé à fond, comme être humain. Après tu vas en grad school, donc tu peux travailler après ta licence, ça c'est beaucoup plus courant là-bas, hein. T'as une bonne licence, tu peux être pris dans les plus grandes boîtes, même j'entends privées, hein, des grandes boîtes qui s'en fichent des fois. Parfois, tu peux voir Goldman Sachs, EY, je ne sais quoi, ces grandes boîtes qui payent bien, récupérer des types, ils ont fait Cambridge en littérature, mais bon, ils ont fait Cambridge, donc ils les testent, ils voient qu'ils sont intelligents, ils s'en foutent qu'ils aient pas fait des trucs de maths, ils peuvent les récupérer et les recruter. Ça, c'est une différence, tu peux être recruté après la licence. Alors, plus tu as des bonnes licences connues, plus tu peux accéder à des bonnes entreprises, bien sûr. Ça, c'est une bonne différence. Donc la différence, c'est ça, en termes d'efforts donnés. En fait, si tu vas en grad school, c'est-à-dire en gros l'équivalent Master 1, Master 2, qui peut découler sur un doctorat, donc un PhD, là, il va falloir se donner et s'arracher. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu à Oxford, je suis sorti de 3 ans de prépa maths à Loups-le-Grand, plus 2 ans normal sup à faire de l'économie. Quand j'étais pris un master en économie à Oxford, j'étais pas trop inquiet, si vous voulez. J'avais déjà 5 ans dans les pattes, dont 3 ans ultra vénère à Loups-le-Grand à bosser comme un ouf, 2 ans de fondation mathématiques et économique à l'école normale Paris-Sorbonne, enfin à Cachan et Sorbonne mélangés. Bon, j'étais chaud quoi. Je savais que j'allais sûrement revoir des trucs en première année et être tranquille. Moi, j'avais pas trop touché à tout ce qui était alcool et fête pendant ces 5 ans. J'étais assez sérieux, je voulais justement faire mon dossier, avoir une bonne école, pouvoir aller à Oxford et tout. Enfin, j'étais pas trop dans la teuf. Bon, à Oxford, j'ai découvert beaucoup de belles choses, je me suis amusé, j'étais à des dîners, j'ai picolé quoi. Et j'ai eu des bonnes notes, si vous voulez. Voilà. J'aurais pu bosser beaucoup plus hein, pour être premier de la promo dans le département d'économie à Oxford. Fallait quand même se lever tôt, hein, fallait y aller et tout. Mais pour valider sans trop de soucis, sans trop se prendre la tête, avec le background que j'avais, c'était tranquille. J'ai beaucoup profité de la vie, il y a plein de cours où j'allais pas, enfin, j'allais même pas en cours, j'écoutais pas. Enfin, j'ai fait ma vie vraiment comme un touriste en partie. La deuxième année était un peu plus chaude parce que on se spécialisait, j'ai un peu viré tout ce qui était macroéconomie, j'ai fait beaucoup de statistiques, maths appliquées, et j'ai adoré en l'occurrence, c'était vraiment bien. Première année un peu générique du master, on refaisait toute macroéconomie que j'avais déjà fait. Je me la suis coulé douce pour la première fois en 5 ans quoi. Et donc pendant que je faisais ça moi, des gens qui avaient fait une licence d'économie dans une fac, je sais pas moi, en Angleterre, n'importe où, étaient en fait, pendant cette même grad school, tous les soirs jusqu'à minuit à la bibliothèque. Ils en pouvaient plus, c'était le moment de leur vie où il fallait taffer, il y avait plein de maths partout. Venant d'économie, en fait, il y a une transition vénère aussi, hein, qui se passe en France, je crois, quand tu fais des prépas, genre D2 et tout, où tu étudies l'économie avec des textes, des théories, c'est super, et blam, t'arrives en licence 3 master, il y a que des modèles économiques avec des maths dans tous les sens. Ça devient ultra théorique, vénère. Donc pour quelqu'un qui avait fait des maths avant, bon, c'était pas très compliqué. Donc dans la promo d'Oxford, typiquement, ils appellent ça le MPhil in Economics, de la grad school en gros d'Oxford. On était, je sais pas, à 50, il y avait bien un tiers d'ingénieurs. Je me mets dans la case ingénieur, c'est-à-dire qui est passé par au moins 3 ans de en gros maths physique quoi. Et donc ouais, j'ai pu me la couler douce, pendant que eux, enfin, en tout cas il y a beaucoup de matières où c'est comme ça quoi, tu peux glander un peu en licence, et ensuite c'est si tu fais la décision d'aller en grad school que tu vas te donner à fond et sacrifier des années de ta vie pour taffer comme un ouf à la bibliothèque et à la fac. Alors que nous, bah, c'est beaucoup plus tôt. Voilà. Nous, c'est c'est la prépa, c'est dès 17 ans. Ce qui est un peu violent, hein. 17 ans, t'es pas toujours mature, donc c'est bien qu'il y ait des trucs de rattrapage où tu puisses te rattraper après parce que t'étais un peu gland ou t'étais un peu glandu, un peu perdu à 17 ans, t'as le droit, quoi. Le système français est assez punitif là-dessus. Mais bon, tous les systèmes ont leurs défauts, leurs avantages, hein, c'est comme ça. Voilà une grosse différence. Je mettais une astérisque tout à l'heure sur les études d'ingénieur et de maths. Faut pas rêver, hein. Vous faites ingénieur à Cambridge ou à Imperial, c'est foutu, vous allez pas glander pendant 3 ans. Mon truc de la licence se passe plus tranquille. En fait, en maths physique, computer science, en fait non. En fait, c'est quand même bossé. Les mecs bossent quand même rude. Et donc le choc avec la grad school pour eux est peut-être moins intense. Question de Viti2803, que penses-tu de cette malédiction de la spécialisation? Alors qu'est-ce que c'est que ça? À quel point peut-on se permettre des études transversales? Maths pure versus philo-poésie. La spécialisation, alors c'est des genres de sujets dont on parle, encore une fois je refais de la pub pour le podcast, hein, mais la Crise podcast, hein, c'est gratuit, c'est ouvert, on en parle tous les vendredis soirs, pardon, de ce genre de questions, on en parle souvent. Est-ce qu'il y a une malédiction de la spécialisation? En fait, faut faire attention,
La spécialisation peut être étouffante si elle n'est pas choisie, mais il y a des gens pour qui c'est très bien, enfin très tôt, et des gens pour qui c'est très bien le plus tard possible. Mais je pense que, en fait, ça va dépendre de chaque individu, et de chaque situation, de chaque chose que tu arrives à faire dans la vie. Il y a des gens qui sont saoulés par le fait d'être le cul sur une chaise à l'école, hein. Dès le collège, ils en ont marre. Écoute, moi je suis content qu'ils aient les bases pour être des citoyens français, on partage un peu la langue, on partage la langue, l'histoire un minimum. Mec, si tu veux aller faire un apprentissage et te faire du fric en devenant, je sais pas moi, charpentier, go quoi. Donc tu vois, si c'est, enfin, si c'est forcé, c'est nul, mais si c'est adapté aux individus, moi se spécialiser de tôt me choque pas trop. Alors là, tu me parles pas de manuel, mais bon, je pense que les métiers manuels sont peut-être ils vont devenir parmi les plus importants, encore plus dans les années qui viennent. Mais là, tu parlais peut-être de spécialisation dans les études où tu es frustré, j'imagine, de pas pouvoir étudier la poésie lyrique alors que tu fais des maths. Euh, c'est peut-être très français aussi de spécialiser tôt. Si tu veux, faut se dire que pour pas se spécialiser, c'est un luxe quoi. On va pas l'offrir à tout le monde et peut-être qu'il faut faire certaines facs. Non, mais encore, hein, même dans les facs américaines, il y a Brown University aux États-Unis qui est vraiment très libre et qui la première année te laisse prendre n'importe quoi. Tu dois valider 50 ECTS ou 60 ECTS, un truc comme ça. Par contre, tu peux faire autant des cours de neurosciences que de latin. Ils te laissent, il n'y a aucun parcours. Tu construis ton parcours à partir de la deuxième année, troisième année, tu prends des blocs. Ok, c'est pas mal, c'est une belle expérience libérale, mais tu peux le faire avec des gens ultra bien formés, sélectionnés sur le volet, ultra intelligents, quoi. Sinon, tu peux partir en sucette où tout le monde finit par étudier les études hippies et puis on construit plus rien. Donc faut faire attention, c'est pas évident. Moi, je suis pour les trucs ouverts, les expériences un peu d'école tenues par les élèves, machin, enfin, je trouve ça cool que ça existe. Faut faire gaffe à l'échelle d'une société, peut-être un minimum spécialisé quand même à certains moments, j'imagine. Il faut, comment dire, il faut pas que ça soit tyrannique. C'est toujours pareil, il faut qu'il y ait des choix libres, il faut que le truc soit clair, et la plus grande inégalité, je pense, c'est l'inégalité d'accès à l'information. Là, il y aurait beaucoup à dire, il y a beaucoup de... La méritocratie s'arrête là où l'information passe pas, quoi. Normalement, la méritocratie, c'est un beau mythe, on peut pas vivre sans. Si on fait pas comme si ça existait, si on ne fait pas comme si on voulait toujours l'améliorer, enfin, si on vit pas comme si on était en méritocratie, si on se met pas pour objectif d'y aller en sachant que c'est jamais parfait, on a une société qui va s'écrouler avec trop de gens qui sont laissés de côté, donc ça, j'en suis conscient. Mais donc oui, il faut pas une spécialisation qui soit tyrannique. Mais de l'autre côté, t'as le mythe de Peter Pan, si tu veux. Tu restes un enfant éternel et tu veux toujours tout faire sans jamais choisir. Ça va dans la vingtaine, ça va au début. Quand t'arrives à 30 ans et t'as rien fait, t'as rien construit, t'as rien appris, on va te dire bon, qu'est-ce que tu fais, tu vois. T'as étudié 14 fois la poésie, la musique classique et un peu de physique quantique. Bon, moi je suis un labo de recherche, j'ai besoin de cerveau, bah voilà. Moi je suis une maison d'édition, j'ai besoin que tu publies des livres et que tu sois un peu sérieux sur ton apprentissage d'écriture, bah t'en es où? Il faut quand même, la société va pas te pardonner et c'est pour ton bien, il faut que tu grandisses. En fait, il y a une beauté à se spécialiser. Et je vais citer un cours de psychologie comportementale que j'avais entendu, que j'avais suivi sur YouTube, mais sur le mythe de Peter Pan, il y a quelque chose de très beau, où en fait, prenons, je sais pas, disons 23 ans comme âge de spécialisation, ou 20 ans comme âge de spécialisation. Au début, tu as tout l'univers des possibles qui est ouvert devant toi, et tu as l'impression que c'est un luxe, et tu veux toujours avoir cette possibilité. Et tu te dis, je vais me spécialiser à un moment parce qu'il faut bien que je gagne ma vie, que je fasse un métier. Et en fait, tu vas un peu renfermer cet horizon des possibles. Tu vas le fermer, c'est vrai. Tu vas t'enfoncer dans quelque chose, tu vas devenir très très précis, tu vas apprendre quelque chose. Mais faut pas le voir comme une fermeture. En fait, ça va se rouvrir de l'autre côté. Parce que tu vas devenir spécialisé. Je reprends charpentier. Tu vas devenir charpentier, tu vas te former, tu vas faire que ça. Tu vas être chez des maîtres charpentiers. Peut-être que tu fais ton. Comment on appelle ça? C'est les compagnons, ils font le tour de France, ils vont voir les meilleurs charpentiers. Peut-être que maintenant ils font un tour d'Europe. Tu vas passer 6 mois chez un charpentier, un autre, etc. Tu vas apprendre, tu vas développer ta technique, tu vas développer tes armes, qu'elles soient intellectuelles. Moi j'étais plutôt dans les maths et les sciences, mais tes armes sur ce que tu sais faire, les outils, etc. Pour un charpentier, j'aime bien, j'avais un arrière-grand-père qui était charpentier, donc j'ai toujours trouvé stylé ce métier. C'est un peu un mythe familial qui se transmet. Donc tu vas apprendre tout ça, tu vas tomber comme ça dans un horizon des possibles limité, mais en fait derrière tu vas avoir développé une compétence et tu vas pouvoir sortir et jaillir de ça. C'est-à-dire qu'en fait tu vas devenir compétent, tu vas apporter de la beauté dans le monde, si t'es charpentier, tu vas faire des belles choses, tu vas apporter de l'utilité aussi. Tu vas t'apporter un gagne-pain bien sûr, tu vas savoir faire des choses, mais tu vas aussi apporter autour de toi. Pour peu que tu sois un peu stable, que tu arrives à faire des choses et que ton métier, ta connaissance, ton métier, ta capacité parlent pour toi, en fait tu vas te développer, tu vas pouvoir construire peut-être un business à un moment, te lancer, recruter des gens, transmettre et faire quelque chose où tu vas vraiment améliorer la vie locale autour de toi, tu vois, dans ton entreprise. Je sais pas si t'as une entreprise que t'as créée, si t'es charpentier, tu vois ce que je veux dire, mais c'est un exemple hein, de prendre un artisan, mais tu vas développer autour de toi des choses, tu vas peut-être que tu seras ingénieur dans une entreprise, tu vois, et tu vas pouvoir aider à des projets. À un moment, moi j'adore être indépendant de mon côté, mais encore une fois, je construis pas des fusées, tu vois. Alors que si t'es ingénieur spécialisé, que tu bosses dans une grosse boîte,
Alors oui, t'as pas la liberté d'un entrepreneur à son compte, ce qui est ce que moi j'adore dans ce que je fais, mais en même temps, t'es en train de construire Ariane 8, je sais pas où on en est. Voilà, t'es en train de construire des fusées, et avec ton savoir, et allié à des savoirs autres d'autres gens, ensemble, vous construisez quelque chose de très beau. Et là, tu ressors sur le monde aussi, donc tu t'es fermé un petit peu, mais pour pouvoir sortir derrière et construire des choses et apporter au monde. Donc, casser un peu l'état Peter Pan de la vie, faut pas le voir comme un enfermement définitif. Tu vas ressortir derrière, jaillir et développer ta richesse, qu'elle soit en tant qu'artisan, que poète ou que ingénieur, je sais plus ce que je disais, rocket science. Merci pour toutes ces questions incroyables qui m'ont permis, parce que moi j'adore parler, de digresser dans moult directions. Si vous voulez me voir digresser, mais un peu calmé quand même, par une conversation avec mon ami Olivier, qui en fait a peut-être tendance à digresser encore plus que moi. C'est l'heure deux gars qui parlent de maths, d'éducation, de tout et n'importe quoi, en essayant de pas tomber dans le politiquement correct, ni d'être politiquement incorrect gratuitement, bien sûr. Mais voilà, on va parler de sujets, on va s'énerver sur des trucs qui peuvent nous gonfler dans comment l'éducation est gérée aujourd'hui. La craie qui crisse, l'idée c'est que ça crisse, on n'hésite pas de parler des sujets. Venez nous voir, la craie qui crisse, chaîne YouTube, hein, tous les vendredis on discute, toutes les rediffs sont dispo. Si vous êtes en MPSI, PCSI, PTSI, etc., première année de prépa, MP2I, bien sûr, je vous ai pas oublié, et ECG également, mais c'est vrai qu'ils sont moins dans mon audience. Restez pas seul face à vos difficultés. Mois de février, Taylor Academy. Zone A, zone B, zone C. Je m'arrange pour tout le monde. Il y a 2 stages consécutifs pour les gens des différentes zones géographiques de France. Donc voilà, stage 100% en ligne pour tous les gens qui n'ont pas la chance d'être dans une grande ville qui propose des stages également proches de chez eux. 100% en ligne, méthode, hein, je répète, on va que débloquer en fait, on va vous pousser à savoir répondre à un exercice, savoir débloquer soit un format type tunnel, donc DM, DS, écrit de concours, soit les formats interaction, oraux de concours, méthodologie spécifique sur comment démarrer, comment détecter ce que veut l'énoncé. Venez, rejoignez la grande armée, je vais l'appeler la Taylor Army. Alors, j'ai commencé depuis 1 an, donc il n'y a pas encore une armée d'anciens élèves. Et voilà, le réseau d'anciens élèves est incroyable, au moins quelques dizaines déjà. Venez, si vous avez besoin, si vous sentez que ça peut vous aider, que vous aimez comment j'explique les choses en vidéo, en maths, sur la chaîne YouTube déjà, bah, vous êtes les bienvenus. J'essaie de faire des groupes, allez, disons 15 max, et quand je dépasse trop maintenant, bah, je commence à envisager de recruter, et je recruterai que des gens qui sont formés à ma méthode, et qui sont des gens d'extrême qualité. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée sur je ne sais pas quel sujet que vous voulez que j'explore plus. Je peux raconter des tonnes de trucs. Alors sur Louis le Grand, j'en ai déjà fait un petit peu. Sur Oxford, ça me fait toujours marrer. Sur l'école normale, sur la recherche, sur je ne sais pas quel sujet qui peut vous intéresser. Moi, j'adore parler, hein, donc je suis toujours content de partager avec vous. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à voir l'ancienne vidéo FAQ. Hein, vous la trouverez sur la chaîne. Vous cherchez, ça doit pas être très compliqué. Il y a d'autres questions auxquelles j'ai répondu à l'époque. Voilà, voilà. Ok? Donc n'hésitez pas, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo. Merci à tous d'avoir participé sur Instagram, sur le YouTube, je sais plus quoi. Et ben écoutez, je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Allez, bye bye pour une prochaine vidéo de maths cette fois-ci. Normalement des maths, c'est tout ce qu'on cherche ici. Hey, yo.